Nouvelle vidéo de Métro Sapiens. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, enfin il nous reçoit plus exactement David Laroche. David, bonjour. Bonjour à toi, salut. Merci de nous recevoir dans tes locaux. David est un Lyonnais d'origine. C'est ça, Lyonnais. Lyonnais d'origine et qui a choisi de s'installer sur Paris, même s'il garde des attaches sur Lyon, donc il fait fréquemment des allers-retours Voilà, j'ai un bon abonnement SNCF. un bon abonnement SNCF. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les visiteurs de Métro Sapiens, savoir qui tu es, d'où tu viens, très succinctement. D'accord. Donc je m'appelle David Laroche, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, je suis coach professionnel, formateur, spécialisé en particulier dans tout ce qui est confiance en soi, estime de soi et atteinte d'objectifs. Alors, j'accompagne en particulier des particuliers. Donc sur Lyon et comme tu l'as dit, sur Paris. En ce moment, j'ouvre aussi Rennes et Caen, donc sous 3 formes. Des conférences, donc c'est un format court, donc un groupe pendant 2 heures. Les séminaires, donc là c'est des formats plus longs, donc c'est 2 jours, généralement 2 jours ou plus, 2 jours à 5 jours, donc de 9 h à 18 h, donc c'est des grandes journées. Et après, le dernier rang, c'est accompagnement individualisé et personnalisé pour ceux qui souhaitent aller plus loin et de travailler individuellement. Toujours sur la thématique donc, de la confiance en soi. Voilà. Confiance en soi, et pour ce qui est du coaching individuel, des fois j'ouvre un peu plus sur tout ce qui va être la communication, le leadership, le charisme, parce que ce qui est intéressant c'est que je suis un ancien timide, frustré, complexé, qui n'était pas du tout à l'aise pour ce qui est de communiquer, de la prise de parole. Donc du coup tous ces thèmes-là, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pour moi, aujourd'hui j'aide des personnes à le développer. Alors justement à ce titre, comment est-ce que tu es arrivé donc, à 23 ans sur le domaine du développement personnel? Comment tu en es arrivé aujourd'hui à être spécialiste sur le thème de la confiance en soi, du leadership et de la communication? Alors c'est pas arrivé d'un coup. D'accord. Déjà ça part de la base de ma timidité en fait. Ça part du fait que à mes 15 ans, j'en souffrais vraiment de la timidité à tel point que j'étais malade tous les mois. Donc, toutes les semaines d'ailleurs, j'avais angine. Et toi qui connais bien le sujet, du coup, les médecins disaient que c'était des angines, mais en fait c'était que des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que mon corps avait trouvé ça comme moyen pour s'exprimer. Et jusqu'à mes 15 ans, je pensais que la timidité c'était quelque chose un peu d'inné et que la confiance c'était quelque chose d'inné. En gros, il y a quelqu'un là-haut, on l'appelle comme on veut, Dieu, Allah, qui dit bon, toi charismatique, toi pas charismatique, désolé. Et manque de bol, je suis dans la mauvaise case. Et du coup, jusqu'à mes 15 ans, je pensais ça. Et à mes 15 ans, je me retrouve chez mon médecin, et là, je pleure en larmes parce que j'en peux plus. Et c'est ce fameux point en coaching où en fait, j'en ai suffisamment marre, j'ai suffisamment souffert pour décider stop, je veux que ça change. Donc je crois que c'est la première étape qui m'a amené vers le coaching, c'est d'abord de vouloir m'aider moi-même. Une prise de conscience. Donc une prise de conscience de me dire, ok, je sais pas si je peux changer, je sais pas s'il existe des moyens pour changer, mais en tout cas, je vais me donner les moyens et m'offrir potentiellement cette vie-là. Donc à partir de là, je n'étais pas plus avancé, mais j'ai décidé de changer. Donc, j'ai décidé de changer. Dans cette période-là, entre mes 15 et 18 ans, j'expérimente tout un tas de défis. Donc m'inscrire au rugby, m'inscrire au théâtre, aller parler à des inconnus. Et ça avance. Simplement, donc je suis plus malade, c'est intéressant. Je suis plus malade à mes 15 ans en fait. Et je me dis à cette vitesse-là, tu vas peut-être être confiant un jour, mais peut-être à 70 ans. Donc ça prend du temps. Parce que j'ai la volonté, j'ai un objectif qui est clair, mais il me manque quelque chose, il me manque l'accompagnant. J'ai pas de personne qui m'accompagne, t'as pas de mentor. J'ai pas de mentor, j'ai pas de stratégie, j'ai pas de recette. C'est-à-dire qu'en gros, si on prenait l'analogie du gâteau au chocolat, je suis motivé à faire mon gâteau au chocolat, j'ai envie de faire le gâteau au chocolat, mais j'ai pas de recette. T'as pas la recette, t'as pas les outils. Voilà, j'ai rien. T'as pas les ingrédients, rien. C'est ça. Donc je tâtonne et en fait, à mes 18 ans, je réalise que j'ai besoin d'aide. Et du coup, d'où le fait d'être accompagné, si tu connais bien le sujet, et l'intérêt d'être accompagné. Donc je commence à chercher sur internet, je tombe sur des livres, donc je commence à lire des livres, ça va mieux, ça accélère mon résultat, mais c'est toujours pas assez selon moi. Donc je fais puis des audios, puis des DVD, puis je m'offre un séminaire de PNL, puis plusieurs séminaires de PNL, et en fait, là je suis en études d'ingénieur à ce moment-là, en informatique, et je commence à avoir fait un petit bout de chemin, je commence à être beaucoup plus à l'aise, et quand je vois le premier formateur, je me dis en fait, c'est ça que je veux faire. Qui était ton premier formateur? Donc le premier formateur, c'est Paul Pironnet, donc que tu connais bien aussi. Également, ouais, tout à fait. Donc qui est un formateur en PNL, programmation neurolinguistique. Et
en le voyant, je me dis, mais c'est ça qui me plaît en fait. C'est ce truc-là que j'ai envie de faire. Animer aussi des conférences, des Animer, séminaires. voilà. D'accord. Donc du coup, j'attends pas trop longtemps, parce que j'attends, en fait, je fais le base plus technicien, donc les 9 jours de formation. Et du coup, je me dis, bon, allez, je me lance ma première conférence. Donc je fais ma première conférence une semaine ou 2 semaines après, dans la rue. C'était une belle expérience dans la rue, assez challengeante. Et à partir de là, d'autres conférences auprès des jeunes, puis ça s'est développé en parallèle de mes études d'ingénieur. Puis j'ai créé mon site, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, j'ai réalisé deux choses en fait. J'ai réalisé que, un, j'adorais aider mes amis et les gens autour de moi, et que deux, j'arrivais à obtenir des résultats. Et donc du coup, je me suis dit, bah, à partir du moment où tu apprends des outils d'accompagnant, de coach, de la PNL, l'énagramme, tout ça, et ben, tu vas accompagner des gens à dépasser leur timidité, à faire ce que toi t'as fait, à développer leur communication, et voilà, comme ça, c'est comme ça que c'est né. Très bien, donc c'est ton parcours, ce qui t'a amené progressivement. Alors, si je résumais en 3 étapes, 1 c'est ma timidité, 2 c'est mes expériences sur le parcours de la timidité, et 3 c'est d'avoir rencontré des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise dans l'accompagnement. D'accord. Et de mélanger tout ça, de me dire, bah, je peux faire construire une méthode pour accompagner les gens par rapport à la timidité, à la confiance en soi, à la communication, en fait, de se sentir bien dans sa peau. Parce que concrètement, si j'étais autant malade, c'est que la vie, je la trouvais pas très belle. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des particuliers. Particulier, voilà. Sur, et des écoles aussi. Des écoles. Ouais. Sur justement sur ce thème-là. Sur tout ce qui est, voilà, croire en ses rêves, bien communiquer et développer la confiance en soi. Alors j'ai vu que sur ton site internet, tu as interviewé pas mal, donc, comme tu disais, d'experts sur le domaine. Ouais. Donc j'imagine que tu as commencé à faire une enquête, savoir quels étaient justement les facteurs de la réussite quelque part. Ouais. Est-ce que toi tu peux nous faire un retour justement? Un retour selon moi les facteurs de réussite. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait comment on peut mettre en place, mettre de son côté et mettre tout la réussite tout simplement. Et donc ouais, tu soulignes un point important, c'est que en avançant par rapport à la confiance en soi et du coup au travers de mes lectures, je me suis dit en fait au bout d'un moment je voyais pas mal de clés un peu de partout. Je regardais aussi des gens de la télé qui réussissent, Gad Elmaleh ou des Américains, Richard Branson, Steve Jobs. Et je me disais il doit avoir une forme de pack, un pack de points communs des gens qui réussissent. Finalement des clés, c'est un peu le sac à dos de la personne qui y arrive, peu importe le domaine. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si j'allais interviewer pas seulement des formateurs, Ouais. mais aussi des gens qui ne sont pas des experts en matière d'accompagnement, mais qui par contre ont une expertise parce qu'elles réussissent. Donc je suis allé rencontrer des entrepreneurs, des comédiens, des artistes, des auteurs, pour me dire, voilà, c'est quoi que je retrouve. Donc selon moi, alors, il y a plein de choses qu'on retrouve, mais les principales. Les principales clés que je revois à chaque fois. Alors la première chose que je vois à chaque fois, c'est une vision. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que toutes ces personnes qui réussissent, elles sont particulièrement au clair sur ce qu'elles veulent. C'est un peu l'idée, voilà, dans 10 ans, on marchera sur la Lune. Ou alors, I had a dream, j'ai un rêve. J'ai le rêve d'unifier les noirs et les blancs. Ça m'inspire véritablement. Donc c'est vraiment l'idée de... J'ai une vision à long terme qui m'inspire, que je vais décomposer en objectifs, puis en sous-objectifs, puis en étapes. Mais ça part du rêve. Et d'ailleurs, comme m'a dit Philippe Guébillet, les leaders, c'est pas qu'ils savent, qu'ils connaissent l'avenir, c'est qu'ils en viennent. Et vu qu'ils en viennent, ils sont certains que ça va arriver. Et c'est le fait qu'ils sont certains que du coup, ils vont être capables, et ça c'est une deuxième clé, de fédérer des équipes pour y aller. C'est-à-dire que la deuxième chose qu'on voit chez ces leaders-là, c'est qu'ils sont capables de bien s'entourer. Alors on le voit généralement à la télé quand, au moment des awards, parce qu'ils disent quoi? Ils disent, ben, je voudrais d'abord remercier un tel, et souvent la liste elle est super longue. Tout à fait. Donc du coup on voit qu'ils ne sont pas seuls. Donc ils forgent des équipes. Mais alors comment ils forgent des équipes? C'est que souvent ils sont au clair sur un truc, tous, c'est leur talent. C'est-à-dire qu'ils ont compris un truc, c'est qu'il y a quelque chose là dans tout ce qu'ils savent faire qu'ils font très très bien. Donc, alors on pourrait dire plus globalement que la troisième clé, ce serait la connaissance de soi. C'est-à-dire, voilà, je sais quels sont mes attributs, et si je ne les connais pas, c'est pas étonnant que les autres ne les voient pas. D'accord. Être trop clair par rapport à ses forces, voilà. Ses talents. Exactement. Et ensuite, c'est bien le partager. Voilà, partager ses dons en fait. Partager ses dons aux autres. Et c'est important parce qu'en apprenant à identifier leurs dons, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que par rapport à leur réseau,
ils vont commencer du coup à... Donc leur réseau, c'est toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir. C'est pas que les amis sur Facebook. Bien sûr. Voilà. Et comme me dirait Philippe Gabillet, le réseau, c'est pas un stock, mais c'est un flux. Donc ça circule. Et ils ont cette capacité, du coup, vu ils ont su le faire sur eux, à maintenant voir chez les autres les dons des autres. Et du coup, vu qu'ils sont au clair sur leur vision, là où ils veulent aller, ils commencent à être au clair sur comment y aller. Ils se rendent compte comment ils vont pouvoir exploiter leurs dons pour y aller, mais qu'il leur manque des choses. Et donc, ils vont être capables de puiser dans ce réseau-là les personnes qui vont pouvoir forger leur équipe. Et la deuxième chose aussi que je constate chez toutes ces personnes-là, que tu fais d'ailleurs très bien, c'est la capacité d'être un connecteur. C'est-à-dire que du coup, non seulement je puise dans le réseau pour forger mon équipe, mais aussi je vais mettre en lien les dons de chacun. C'est-à-dire je me rends compte, bah tiens, toi tu as besoin d'un tel talent, et je connais une autre personne qui a tel talent. Et du coup, je les rapproche. Et alors, selon moi, mais selon la prise de recul, là c'est pas moi qui l'invente, selon moi ça va marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un échange. Dès qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, il y a une forme de dette qui s'installe. Alors, c'est pas une dette obligatoire, mais il y a un échange. Et souvent, de base, on pense que l'échange, il est lié au temps qu'on passe pour l'autre. Alors que non, c'est juste lié à la valeur qu'on apporte pour l'autre. Tout à fait. Donc du coup, si en faisant juste ça, je te mets en lien avec une personne, mais que ça change ta vie, tu me dois pas un claquement de doigts. Absolument. Quelque part, tu vas me devoir, entre guillemets, inconsciemment, tu vas avoir envie de me rendre l'équivalent de ce que je t'ai apporté. Donc peut-être que pour toi, ça sera 2 heures. Peut-être que pour toi, ça sera 2 ans. Si le patron de Richard Branson, par exemple, il me met en contact avec un autre patron, quelque part, j'aurais envie de lui rendre beaucoup. Absolument. Oui. Alors soit j'ai le même réseau que lui et je suis capable du coup de faire en un claquement de doigts, ou alors je vais lui rendre des heures. Donc du coup là, il développe la capacité à avoir des journées qui ne sont pas de 24 heures, mais de 48, 72, 200 heures, puisqu'ils font travailler les autres. C'est intéressant comme concept, c'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Voilà. Bah, Et... D'ailleurs, Cialdini, je sais pas si tu connais. Tout à fait, oui. Beaucoup sur ce sujet-là. Absolument. Donc c'est vraiment important. Et donc selon toi, en fonction bien de ces différents points que tu as évoqués, donc ces points communs qui sont pour toi essentiels dans le pack que tu as énoncé, par quoi on devrait commencer? Quel est le premier pas qu'on devrait faire pour les personnes qui se disent... Alors, selon moi, il y en a deux, trois autres, et après je te réponds à ta question. Dis-moi. Donc, très brièvement, sans les expliquer autant dans le détail. Donc, j'avais dit l'objectif, forger des équipes, identifier ses talents, forger un réseau. Selon moi, il va avoir, une fois qu'on a la vision, d'identifier des mentors. C'est-à-dire que du coup, je sais ce que je veux, mais maintenant, qui, dans les gens que je peux connaître, réellement, ou dans les lectures que je peux avoir, ou à la télé, ou dans les livres, a déjà fait ça, ou a fait quelque chose de similaire. Parce que la source d'inspiration va me servir à deux choses. Elle va me servir, un, à y croire. Parce que pour la première fois, vu que je vois quelqu'un qui le fait, bon, c'est possible. C'est important d'y croire. Si je n'y crois pas, de toute façon, je ne le ferai pas. Tout à fait. Et deux, elle va commencer indirectement à m'apporter du comment. Parce que je vais pouvoir me dire, tiens, à 18 ans, elle a fait ça. Puis à 30 ans, elle a fait ça. Puis à 40 ans, elle a fait ça. Donc, et pourquoi pas faire la même chose? Pourquoi pas essayer de faire la même chose? Donc des sources d'inspiration. Inspirer, dupliquer. Voilà, modéliser tout ce qu'on peut voir pour ce qu'on fait quand on est enfant. On modélise papa, maman pour apprendre à parler, apprendre à marcher, etc. Et après, dans les dernières clés, selon moi, il va avoir, j'en vois 3 dernières. La capacité à apprendre à communiquer, parce que sans cette capacité à communiquer, ben, je vais avancer seul, et avancer seul, je vais forcément arriver à un plafond. Donc, c'est Anthony Robbins qui dit qu'on est dans une ère où apprendre à communiquer, ça donne du pouvoir. Pas du pouvoir sur les autres, mais vraiment du pouvoir personnel. Donc, je ne sais plus qui c'est qui dit, voilà, la communication, c'est un générateur d'opportunités. Donc, et pareil, je développe très bien. Donc, apprendre à rentrer en lien avec les gens, c'est, selon moi, un must-have. C'est obligatoire parce que c'est en rentrant, c'est dans les... C'est comment il s'appelle l'humoriste qui a un grand nom, qui est super connu. Jamel Debbouze. Voilà, c'est Jamel Debbouze qui dit que selon lui, la clé de la réussite, c'est les rencontres. Donc pour rencontrer, il faut savoir rentrer en ligne. Et les deux dernières, c'est selon moi la confiance en soi. Parce que sans confiance en soi, je ne vais rien faire en fait. C'est-à-dire que je vais savoir théoriquement ce que je veux, savoir théoriquement mes talents, savoir théoriquement ce que je devrais faire, savoir théoriquement comment communiquer. J'ai plein de théories, mais ce qui va me permettre de passer de la théorie à l'action, c'est la confiance en soi. Donc je crois que c'est, si tu me disais la première étape, du coup je vais répondre à ça. Selon moi, la
première étape, la première chose à faire, c'est développer sa confiance en soi. D'accord, alors comment on fait? Si tu pouvais nous donner, sans rentrer dans les détails, parce que c'est justement les thèmes de tes ateliers, Ouais, tes bien sûr, séminaires, on pourrait parler pendant quelques temps. pendant des heures, Ouais. si tu avais un premier conseil à donner à partager pour justement développer sa confiance en soi, Ouais. quel serait-il? Alors, j'en donnais deux, si tu es ok. Bah, écoute, deux, c'est très bien, c'est les seuls, donc profitons-en. Deux, déjà, d'être au clair, encore une fois, sur ce qui est important pour soi. C'est-à-dire que, en termes de confiance en soi, on va voir qu'on peut agir à court terme et à long terme. À court terme, ça veut dire, je ressens de la panique, qu'est-ce que je fais? À long terme, c'est que, selon moi, la confiance en soi, c'est un muscle. C'est-à-dire que si je fais rien pour, bah, comme un muscle, il s'atrophie, quoi. Et à l'inverse, si je la développe, j'ai de plus en plus confiance, c'est de plus en plus facile et ça avance. Et les clés à court terme, en fait, je ne les appliquerai pas si je ne sais pas pourquoi je dois les appliquer. Et voilà, l'exemple tout simple, c'est que quand on est en cours, généralement, j'étais en cours et le prof demande des volontaires pour parler. Quand on est au bureau, pardon, ça marche mieux. Au bureau, on va avoir un volontaire pour animer la réunion, on va désigner un volontaire pour animer la réunion. Et généralement, on est un peu stressé par rapport à ça, quand on n'est pas confiant. Et le truc, c'est que quand j'étais en cours, ben, je n'avais pas envie d'être volontaire parce que je voyais pas l'intérêt d'y aller, c'était inconfortable d'y aller. Et souvent, on pense qu'avoir confiance, c'est toujours penser que là-bas, c'est tout très confortable. Pour moi, pas forcément. Et je vais citer une fois où j'avais pris le temps, cette fois, de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être à l'aise en public. Donc, et mettre ses objectifs, tu connais aussi, c'est pas juste en parler, c'est prendre un papier, c'est prendre un stylo et c'est écrire. Et du coup, j'avais des images mentales de ça, c'est mon rêve, ça m'inspire, j'ai envie d'un jour de pouvoir parler en public devant 30 personnes, d'être à l'aise. Et du coup, la fois où le prof demande un volontaire, là je suis assis, et en fait, c'est toujours inconfortable là-bas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais me poser une question que je ne me pose pas d'habitude. La question, du coup, c'est l'astuce que je donne. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand je dis qu'est-ce qui est important pour moi, il y a ma petite voix intérieure, Martine, qui répond aux questions. Et Martine, elle répond exclusivement à ce que je lui demande. Donc je lui demande qu'est-ce qui est important. Et vu que j'ai travaillé sur mes objectifs avant, elle me met au cinéma avec un grand écran où là je vois mon rêve, je me vois à l'aise. C'est cool de voir ça. Sauf que je bouge pas. Donc Il y a un spectateur. Voilà, elle me prend mon rêve, elle va me le déchirer sous les yeux, elle me dit attends mon gros là, qu'est-ce que tu fais rien donc. Arrête. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est inconfortable de voir son rêve se déchirer. Et vu que c'est inconfortable, c'est comme être les fesses sur une plaque électrique, c'est en train de chauffer là. Et en fait, au bout d'un moment, c'est plus chaud ici que là-bas. Donc là-bas, c'est inconfortable, mais ici, ça l'est tellement inconfortable que du coup, je vais y aller. Si ça n'a pas suffi, la deuxième question, c'est quoi le prix à payer à ne pas me lever? Et on le connaît tous. On a tous eu une fois où on s'est dit, ça serait bien que je fasse ça. Par exemple, il y a une fille qui passe, d'aller lui parler. Un homme qui passe, d'aller lui parler. Une star qui passe, d'aller lui parler. Ou d'aller demander l'augmentation. Ça nous est tous arrivé de vouloir faire quelque chose, de ne pas le faire, et après on se sent comment le soir? On regrette, on culpabilise. Donc ça, on peut le faire avant. Au lieu d'attendre le soir de souffrir, autant se faire souffrir avant, Tout à fait. de le faire, de se rendre compte que c'était pas si terrible, et du coup de vivre une expérience qui se dit ah bah tiens je peux. Donc ça renforce la croyance comme quoi je peux. Et il y a le cercle vertueux qui se met en place. Et du coup ça avance. Progressivement on avance. Et la deuxième clé par rapport à ça, donc là plus à court terme, et ben c'est d'être très sensible à la physiologie. C'est-à-dire que souvent quand on est déprimé, pas bien, timide, on est replié sur soi, physiquement. Donc on a la tête comme ça, on se ferme, épaules voûtées, la respiration, on est soit en hypo ou alors en hyperventilation, donc c'est soit plus de respiration, soit avec une respiration haute qui va empirer le stress. Donc là je conseille de s'ouvrir, sourire et respirer. Voilà pour deux clés qui permettent vraiment de débloquer la timidité. Merci pour ce partage. Tu l'as rappelé dans ta présentation, tu as 23 ans. Ouais. Alors moi, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé dans le métier du développement personnel, ouais. J'étais jeune aussi, j'avais 30 ans. Bon, ouais. Je suis un peu plus âgé, mais j'avais 30 ans. Et déjà à cet âge-là, on me faisait la remarque en me disant mais vous êtes bien jeune mon cher monsieur. Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune et mes clients vont... parce que à l'époque je travaillais pour des sociétés de consulting, qui faisaient du recrutement, du coaching, etc. On faisait souvent cette remarque-là.
Oui, mais vous êtes trop jeune, mes clients n'accepteront jamais d'être Ok. accompagnés par quelqu'un qui est nettement plus jeune que mes Ouais. clients. Alors, est-ce que tu as été confronté à ce cas de figure et comment est-ce que tu as répondu? Alors, Généralement, comment tu réponds objection. à cette objection, voilà. Bah, déjà, la première chose, c'est que, avant même de m'être confronté dans la réalité, j'y ai été confronté dans ma tête. Déjà. C'est-à-dire que, pourquoi j'y ai été confronté dans ma tête, c'est que quand j'ai commencé à dire autour de moi, alors, salut, je vais être formateur, euh, voilà, je vais être formateur pour adultes, sur la confiance en soi, je vais créer mon entreprise. Là, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors des amis, des gens dans la famille, des coachs aussi, hein, des experts, des formateurs qui m'ont dit, mais David, tu sais qu'en France, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de formateur de 20 ans, parce que j'avais 20 ans, il n'y a pas de formateur de 20 ans. En plus de ça, c'est la crise. Donc tu sais aussi que il n'y a pas trop d'opportunités. En plus, tu sais que 2 entreprises sur 3 s'écroulent. Tu devrais aussi savoir que le milieu du développement personnel, il est saturé. Donc bah, tu cumules des facteurs d'échec. Et tous ces facteurs-là que je me laissais imbiber, parce que c'est pas eux, hein, c'est moi, hein, j'ai accepté d'entendre ça, faisait que bah, j'y croyais vraiment. Donc je me disais, bah merde, avec mon âge, je vais pas y arriver. Donc je fais ma première conférence pour adultes et j'ai 0 personne. Donc je me dis, merde, ils ont raison. Ils ont raison. Et puis je fais une autre conférence et j'ai 1 personne. Et je me dis, bah merde, ils ont vraiment raison. Finalement, je préférais quand il y avait personne. Parce qu'avec 1 personne, je suis pas à l'aise. Puis 1 personne, puis 2 personnes. Et là, c'est assez déprimant. Et plus ça avançait, plus je me disais, mon âge est un problème. D'ailleurs, plus mon âge est un problème, pour moi, plus j'essayais de le cacher. Alors du coup, j'étais ni jeune, ni vieux. C'est-à-dire que j'étais trop jeune pour les jeunes, qui se disaient qu'est-ce qu'il a, lui, il a mon âge à m'apprendre la vie, et qu'est-ce qu'il a, ce jeune, moi j'ai 40 ans, à vouloir m'apprendre la vie. Donc ça n'allait pas des deux côtés. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, et si j'acceptais mon âge? Et si j'ai envie de sortir ouf dans la conférence, je sors ouf. Si j'ai envie d'assumer pleinement mon truc, qu'est-ce qui se passerait? Et au moment où j'ai commencé à accepter mon âge, en me rendant compte à quel point il y avait plein d'avantages, bah déjà le fait que j'ai pas été programmé à penser aux limites, le fait que du coup je suis tout neuf pour penser justement à un état d'esprit de réussite, le fait aussi que en montrant que c'est possible à 23 ans, bah, ça montre bien qu'il ne faut pas 40 ans pour réussir, qu'on peut le faire avant, Qu'on n'est pas obligé d'attendre 40 ans pour progresser. voilà, pour progresser. Et après de me rendre compte que, bah, lié à la confiance en soi, en fait, j'ai pas besoin de diplôme, j'ai pas que simplement mon parcours, ça, personne ne peut me le revendiquer. Je sais où j'en étais, je sais à quel point j'ai souffert à 15-14 ans. Je sais que rien que le fait que je puisse parler, rien que le fait que je fasse ces interviews, je sais moi que j'ai changé. Donc je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'avoir plus d'années d'expérience, plus d'années pour me sentir crédible. J'ai fait le truc. Donc je vais juste partager, je vais juste leur donner. S'ils ont envie de prendre, ils prennent. S'ils n'ont pas envie de prendre, ils prennent pas. Et voilà. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir plus de personnes. Des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant que je fasse ce switch-là, on me disait à chaque fois, vous êtes bien jeune. Et après, c'est pas qu'on me le disait pas, c'est que d'un coup on me disait, bah tiens, c'est intéressant, comment ça se fait que tu fais ça si jeune? Puis après, il a commencé à avoir les journalistes du Progrès à Lyon, je sais pas si tu connais le Progrès. De non, ouais. C'est un journal Rhône-Alpes, un peu plus je crois, qui sont venus moi parce que justement ils se sont dit, mais c'est incroyable de faire ça à votre âge. Donc ce qui est fort, et ça marche pour tous les complexes, hein, c'est que tant que je voyais ça comme un problème, c'est un problème pour moi et pour les autres. Et pour les autres, tout à fait. Le jour où je me dis, bah tiens, c'est génial, t'es jeune, et bah ça devient pour moi et pour les autres. C'est une force. C'est devenu une force, un atout, et voilà, bah maintenant, peut-être que tu m'aurais interviewé il y a 3 ans, j'aurais peut-être pas dit j'ai 23 ans, bah, ça se voyait très bien, mais bon, je l'aurais peut-être pas dit. Aujourd'hui, je suis complètement décomplexé avec ça, donc Ça fait partie de toi et voilà. c'est comme ça, voilà. Est-ce que tu peux, pour terminer, quel conseil est-ce que tu pourrais donner Ouais. à un jeune Ouais, super. de 20 ans qui veut démarrer, qui veut se lancer dans son activité, il a un rêve, il veut faire du cinéma, il veut faire du théâtre, il veut créer son entreprise, Ouais. il veut devenir coach, pourquoi pas. Il a envie de faire un voyage autour du monde, il a envie d'aller aux États-Unis, il a envie de rencontrer, je sais pas moi, Richard Branson. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais? Alors, c'est une belle question, j'adore ta question. Merci, je te la pose. Non, la première chose déjà que je voudrais
vous dire, te dire, déjà c'est possible, tu peux y arriver. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu vas étudier les biographies des personnes qui réussissent, elles n'étaient pas forcément plus confiantes que toi à ton âge. Des fois, elles étaient même beaucoup moins avancées. Elles avaient des fois beaucoup moins d'argent, des fois beaucoup moins de relations, des fois des gros complexes, des gros handicaps, et elles ont réussi. Et des fois, pas avec un QI plus élevé, juste parce que on leur a dit des fois, c'est possible pour toi. Alors, je vous le dis, je te le dis. La deuxième chose, c'est prends une heure à te dire, tiens, si tout est possible, j'ai quoi dans ma vie? Et il y a une question qu'on ne se posera pas, c'est le comment. Ok, c'est juste, je veux quoi dans ma vie? Et de remplir une feuille A4 en se disant, tiens, ça m'inspire. Le tour du monde, rencontrer Richard Branson. Et quand j'ai tout ça, de l'enrichir de plein de détails, d'images. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je crois que le plus important à partir de là, ça va être de s'imbiber d'un terreau positif. Les chercheurs, ils parlent de plus en plus d'épigénétique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pas encore. C'est assez incroyable ce que les études nous commencent à montrer. Ils montrent que c'est pas notre génétique qui conditionne notre vie. Parce que la preuve, notre génétique ne change pas. On est capable d'être déprimé et capable d'être positif. Donc c'est pas la génétique qui détermine notre vie. Ils parlent d'épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait que notre environnement active ou désactive des gènes en nous. Donc si je te mets, et je vous mets avec 99 dépressifs pendant 6 mois enfermés dans cette salle, tu déprimes. Obligatoirement. Tu peux faire tous les stages de développement personnel avant, tu vas déprimer. Si je te mets avec 99 enthousiastes, confiants, tu vas le devenir. Je te mets avec 99 millionnaires pendant 6 mois, tu t'enrichis. Et donc du coup, le conseil que je te donne, c'est travailler sur 2 plans. Un, commencer à lire les biographies des personnes qui ont réussi dans la comédie, qui ont réussi dans l'art, qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pour t'imbiber de ça. Regardez leurs vidéos, regardez leurs interviews. Ça, c'est un premier plan. Et le deuxième plan, c'est leur écrire. C'est regarder le formulaire de contact, les chercher sur LinkedIn, les chercher sur Viadeo, trouver leur blog, trouver le nom, l'adresse de leur entreprise, écrire à la main à leur entreprise pour les rencontrer. Il y a plein de gens qui ont réussi qui passeront du temps parce que tu es jeune. Et parce que des fois, tu as l'âge de leurs enfants et qu'ils aimeraient bien qu'on fasse